Je pensais devenir folle. Mes affaires disparaissaient constamment, et les pièces étaient réorganisées quotidiennement. Puis j'ai installé des caméras de sécurité et j'ai surpris mes parents en train de voler tout. Ils avaient progressivement déplacé mes meubles chez ma sœur, dans sa nouvelle maison, pendant que j'étais au travail. Confrontée, ma mère a haussé les épaules. Ta sœur va avoir un bébé. Elle en a plus besoin. Mon père a ajouté, tu n'as pas d'enfant, donc tu n'as pas besoin de belles choses. C'est alors que j'ai fait quelque chose qu'il n'attendait pas. Cela a commencé par la disparition de petites choses, un vase décoratif que j'avais acheté à Paris, mes coussins préférés, une lampe vintage que j'avais restaurée moi-même. Puis les meubles ont commencé à bouger. Mon appartement semblait plus vide, différent à chaque fois que je rentrais du travail. Les chaises de salle à manger, je les avais économisées pendant des mois pour les acheter, sont passées de 6 à 4, puis à 2. Ma bibliothèque chérie avait soudainement disparu. Au début, j'ai essayé de rationaliser la situation. Peut-être étais-je plus épuisé que je ne le pensais. L'affaire Jacobson avait été particulièrement éprouvante, des mois d'enquête, des nuits tardives passées à étudier les dépositions, la pression de savoir que 50 emplois étaient en jeu. Lorsque vous fonctionnez à la caféine et à la détermination, votre perception devient floue sur les bords. Mais ce n'était pas une simple oubliance. C'était méthodique, progressif, et de plus en plus impossible à ignorer. Je m'appelle Sarah Mitchell, j'ai 34 ans, je suis avocate d'entreprise chez Henderson & Williams à Boston. J'ai travaillé dur pour tout ce que je possède. Mon condo n'est pas extravagant, mais il est à moi où il l'était, jusqu'à ce que les choses commencent à disparaître comme si j'étais tombé dans une étrange émission de télé-réalité. J'ai acheté cet endroit il y a 3 ans après être devenue avocate principale. Il est situé dans un immeuble en pierre brune rénové à Back Bay, assez près du bureau pour que je puisse y aller à pied les jours agréables, mais suffisamment loin pour ne pas avoir l'impression de vivre au travail. Le parquet et les grandes fenêtres m'ont conquise. Un endroit avec du caractère, avait dit l'agent immobilier. Maintenant, ce caractère était en train d'être enlevé, morceau par morceau, et je ne comprenais pas pourquoi. Je jure que cette table basse était là hier, ai-je murmuré un soir après une journée de travail de 12 heures. Mon chat, Fitzgerald, a miaulé en signe d'accord de son perchoir sur mon rebord de fenêtre de plus en plus dénudé. Je l'avais adopté dans un refuge il y a 2 ans, un chat griding qui préférait la littérature aux siestes. Il avait pris l'habitude de me suivre de pièce en pièce ces derniers temps, comme s'il sentait lui aussi que quelque chose n'allait pas. Mes amis pensaient que j'étais surmené. Ma collègue, Jessica, m'a suggéré de prendre des vacances. Tu es épuisée, Sarah. Quand est-ce que tu as dormi plus de 5 heures pour la dernière fois? Mardi, ai-je répondu. Du mois dernier. Elle a roulé des yeux. Tu vas t'effondrer si tu continues comme ça. D'abord, tu vas imaginer des meubles manquants. Ensuite, tu vas commencer à voir des éléphants dansant dans la salle de conférence. Nous avons toutes les deux ri, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. Jessica et moi avions commencé au cabinet ensemble en tant qu'avocate débutante. Nous avions survécu aux heures brutales, aux associés exigeants et à la concurrence acharnée. Elle me connaissait mieux que presque n'importe qui, ce qui rendait son inquiétude d'autant plus significative, et d'autant plus frustrante. Peut-être avait-elle raison. Entre la fusion Wilson et le litige Thomson, j'avais fait des semaines de 80 heures. Le manque de sommeil pouvait expliquer les lacunes dans ma mémoire. Peut-être avais-je déplacé des choses et oublié. Peut-être avais-je donné des meubles dans un état second de stress. Mais ensuite, la courte pointe de ma grand-mère a disparu. La seule chose dont je ne me serais jamais séparé volontairement. Mamie l'avait faite pour ma remise de diplôme universitaire, en assemblant des tissus de moments importants de ma vie, un morceau de mon premier costume de ballet, un carré de la robe de demoiselle d'honneur que j'avais portée au mariage de ma cousine, même un morceau de la couverture que j'avais eu bébé. Pour que tu te souviennes toujours d'où tu viens, avait-elle dit. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le stress pouvait me faire oublier de déplacer une lampe, mais je ne perdrai jamais, jamais, cette courte pointe. As-tu vérifié les images de sécurité, a demandé Marcus, le directeur informatique de notre cabinet, pendant le déjeuner dans la salle de repos. Quelles images de sécurité? Je n'ai pas de caméra. Marcus a haussé un sourcil. De nos jours, avec ce que tu gagnes, procure-toi des caméras de sécurité, Sarah. Elles ne sont même plus chères. Je ne sais pas, ai-je hésité. Cela semble un peu paranoïaque. La paranoïa,
c'est installer des caméras pour surveiller ses voisins, a répondu Marcus en piquant sa salade. La pratique, c'est protéger sa maison. De plus, si rien ne se passe, aucun mal n'est fait. Mais si quelque chose se passe. Il avait raison. Malgré ma formation juridique ou peut-être à cause de celle-ci, j'avais hésité à accepter l'explication la plus évidente, quelqu'un entrait chez moi sans autorisation. Les implications étaient troublantes, mais les ignorer ne ferait pas disparaître le problème. Cet après-midi-là, j'ai commandé un système de sécurité complet, 4 caméras intérieures, 2 extérieures et des capteurs de mouvement pour chaque point d'entrée. Je les ai fait installer professionnellement le lendemain, reconnaissante pour mon salaire qui a permis une action aussi rapide. Tout est prêt, mademoiselle Mitchell, a dit le technicien. L'application est configurée sur votre téléphone. Vous recevrez des alertes pour tout mouvement lorsque le système sera armé. Je l'ai remercié, puis j'ai mis en place le système avant de partir pour le travail le lendemain matin. Quoi qu'il se passe, j'aurai bientôt des réponses. La notification est arrivée à 10h17, mouvement détecté dans le salon. Je me suis excusé auprès d'un client et me suis faufilé dans une salle de conférence vide. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert l'application. Là, en haute définition cristalline, se trouvaient mes parents. Maman était en train d'emballer ma lampe de sol antique dans du papier bulle tandis que papa débranchait mon système audio. « Fais attention », a dit maman. « C'est cher. » Je sais, a grommelé papa. Mélissa sera ravie de cette installation. La chambre du bébé prend forme. Elle en a plus besoin que Sarah, a répondu maman en collant habilement le papier bulle. Elles fondent une famille. Sarah ne fait que travailler tout le temps. As-tu pensé à apporter les couvertures d'emballage pour le miroir, a demandé papa en s'agenouillant pour ramasser les câbles. Mélissa a spécifiquement mentionné qu'elle voulait le miroir d'entrée pour leur vestibule. Il est dans la voiture, a répondu maman, avec les boîtes pour les gadgets de cuisine de Sarah. Mélissa dit qu'elle et Brian en ont assez des plats à emporter et qu'il est temps qu'ils commencent à préparer de vrais repas pour le bébé. Bonne idée, a hoché la tête papa avec approbation. Sarah ne cuisine jamais de toute façon. Elle laisse juste ce batteur sur socle chic prendre la poussière. J'ai regardé, stupéfaite, alors qu'ils démolissaient systématiquement mon salon. Ils avaient des clés, bien sûr qu'ils en avaient. Je leur en avais donné un jeu pour les urgences. Mais ça c'était du vol, tout simplement. J'ai immédiatement appelé le téléphone portable de maman. La caméra l'a montré sursauter au son de la sonnerie, sortant le téléphone de sa poche. « Salut, chérie. Comment va le travail ?» Le ton décontracté, la normalité absolue de sa voix alors qu'elle se tenait dans mon appartement en train de voler mes biens, cela m'a fait bouillir le sang. « Que fais-tu dans mon appartement ?» J'ai gardé le ton calme, comme je le ferais lors de l'interrogatoire d'un témoin hostile. Une pause. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je te vois. Maman, j'ai installé des caméras de sécurité. Je peux littéralement te voir, toi et papa, emballer mes affaires en ce moment. Silence. Puis maman s'est tournée vers papa. Elle sait. Elle a des caméras. Le visage de papa s'est assombri. Raccroche. N'ose pas raccrocher, ai-je dit, mais la ligne est tombée. J'ai regardé par l'application alors qu'ils avaient une discussion animée, papa gesticulant avec insistance, maman secouant la tête. Finalement, ils sont partis, emportant mon système audio avec eux. Je me suis assise dans la salle de conférence, tremblant de rage, de trahison et de honte. Mes propres parents, mon propre sang. Je pensais devenir folle, je doutais de ma propre santé mentale, tout cela parce que ma famille avait décidé que mes biens étaient à prendre. J'ai respiré profondément plusieurs fois, essayant de reprendre mon calme. Après un moment, j'ai sorti mon carnet, celui en cuir que j'utilisais pour mes affaires les plus importantes, et j'ai commencé à noter tout ce qui avait disparu au cours des dernières semaines. La liste a rempli toute une page. Puis j'ai appelé le concierge de mon immeuble. James, c'est Sarah Mitchell, 4B. Avez-vous vu mes parents entrer et sortir récemment? Oh, oui, mademoiselle Mitchell. Ils sont venus plusieurs fois au cours du mois dernier. Toujours lorsque vous êtes au travail. J'ai supposé que vous le saviez. Une autre trahison. Et ils ont enlevé des meubles? Oui, madame. Ils ont dit que vous aidiez votre sœur à aménager son nouvel appartement. Je les ai aidés à charger le camion plusieurs fois. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Bien sûr,
ils auraient une explication plausible. Mes parents avaient toujours été doués pour les apparences. Je me suis excusé du travail, prétextant une urgence familiale. Ce n'était pas un mensonge. Quand je suis rentré à la maison, les dégâts étaient évidents. Pas seulement le vol d'aujourd'hui, mais des semaines de lente diminution. Ma belle maison ressemblait au premier appartement d'un étudiant. Je me suis assise sur mes meubles restants, un canapé trop petit pour valoir la peine d'être volé, apparemment, et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. J'ai erré de pièce en pièce, répertoriant les pertes. La cuisine avait été dépouillée de mes appareils électroménagers haut de gamme, le batteur KitchenAid que j'avais acheté après mon premier gros bonus, la machine à expresso qui m'avait permis de passer d'innombrables nuits blanches. Ma chambre manquait de la coiffeuse antique que j'avais restaurée moi-même, et le coin lecture près de la fenêtre n'était plus qu'un coin vide sans son fauteuil et sa table d'appoint. Même ma salle de bain n'avait pas été épargnée. Les serviettes coûteuses que je m'étais offertes pour Noël dernier avaient disparu, ainsi que ma collection de produits de bain de luxe. C'était comme s'ils avaient décidé que tout ce qui m'apportait du confort ou de la joie était un jeu équitable pour Mélissa. J'ai vérifié les images de sécurité des jours précédents. Les voici, plusieurs visites, toujours pendant mes heures de travail. Parfois seulement maman, parfois seulement papa, parfois tous les deux. Toujours méthodique, toujours en train de discuter de ce que Mélissa aimerait ou de ce dont je n'avais pas vraiment besoin. Combien de temps cela durait-il? Des semaines, au moins, peut-être des mois. La trahison était physique, comme un poids qui me pressait la poitrine. La sonnette a sonné à 18h30. Mes parents étaient sur le perron, paraissant mal à l'aise mais pas remords. Nous devrions parler, a dit papa lorsque j'ai ouvert la porte. Je les ai fait entrer. Oui, nous devrions. Ils se sont assis sur mon canapé tandis que je prenais la seule chaise de salle à manger restante. Sarah, a commencé maman, je sais que tu es bouleversée. Bouleversée? J'ai pensé. Je pensais que je perdais la tête. Je remets ma santé mentale en question depuis des semaines. Nous aurions dû te le dire, a admis papa. Mais nous savions que tu ne serais pas d'accord. Que vous me voliez? Vous avez raison, je ne le serais pas, l'expression de maman s'est durcie. Ce n'est pas du vol quand c'est la famille qui est de la famille. Ta sœur va avoir un bébé. Elle a plus besoin de ces choses que toi. Ce n'est pas à vous de décider. Bien sûr que si, a dit papa. Nous sommes tes parents. Et franchement, Sarah, Mélissa commence une vraie vie. Elle est mariée, elle a des enfants, elle construit une maison. Toi, tu travailles juste. Tu n'as pas besoin de belles choses. Je l'ai regardée, sans voix. 34 ans, avocate principale dans un cabinet prestigieux, propriétaire, femme indépendante et pour mon père, je ne construisais pas une vraie vie. Si Mélissa a besoin de choses, elle et Brian peuvent les acheter, comme je l'ai fait, ai-je finalement dit. Ou vous pourriez les lui acheter au lieu de voler les miennes. Nous les avons déjà aidés avec un acompte sur leur maison, a dit maman. L'argent est serré. Donc votre solution a été de voler à votre autre fille? Ne sois pas si dramatique, a raillé papa. Ce ne sont que des choses. Des choses que tu n'as même pas le temps de savourer. Et la courte pointe de ma grand-mère, ai-je demandé. Celle que mamie a faite pour moi spécifiquement. Est-ce que Mélissa en a besoin pour le bébé, aussi? Maman, au moins, a eu la décence de paraître légèrement honteuse. Elle serait jolie dans la chambre du bébé, a-t-elle dit. J'ai respiré profondément. Je veux tout récupérer. Chaque objet, demain. Ils ont échangé des regards. Ce n'est pas possible, a dit papa. Certaines choses sont déjà installées dans la chambre du bébé. Le bébé n'est pas prévu avant 2 mois, ai-je dit. Ramenez-le. Sarah, a dit maman, sa voix prenant le ton condescendant qu'elle utilisait quand j'étais enfant, ta sœur fait son nid. C'est un moment important. Tu comprendras quand tu auras des enfants. Si jamais tu en as, avec ton style de vie. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Le moment où j'ai réalisé que ma famille me considérait comme inférieur parce que j'avais choisi ma carrière plutôt que le mariage et les enfants, du moins pour l'instant. Le moment où j'ai compris qu'ils se sentaient en droit des fruits de mon travail parce qu'ils ne respectaient pas la façon dont je les avais gagnés. Sortez, ai-je dit calmement. Maintenant. Sarah, sortez de ma maison maintenant. Ils sont partis, marmonnant des choses sur les hormones et les réactions excessives, comme si j'étais l'irrationnel pour m'opposer au fait d'être volé. J'ai changé mes serrures cette nuit-là.
Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade pour la première fois en 3 ans. J'avais une mission. D'abord, je suis allé chez ma sœur Mélissa, dans sa nouvelle maison de banlieue. Pas de voiture dans l'allée. Bien. Brian travaillait dans la finance, et Mélissa était institutrice de maternelle en congé maternité. Je savais qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin ce matin, maman l'avait mentionné lors de l'un de nos appels hebdomadaires. J'ai utilisé la clé de rechange sous la grenouille en céramique près de la porte arrière. Mélissa n'avait jamais été préoccupée par la sécurité. Je suis entré dans une maison meublée avec mes biens, ma table à manger, mes chaises, ma bibliothèque contenant toujours mes livres, mes coussins sur mon canapé, mes œuvres d'art au mur. La chambre du bébé était une vitrine de mes possessions, réutilisée pour un bébé, ma lampe antique, mes tables d'appoint et là, drapée sur le berceau, se trouvait la courte pointe de mamie. J'ai pris des photos de tout, documentant méticuleusement mes biens volés. Puis j'ai pris la courte pointe, je l'ai pressée contre mon visage une dernière fois, et je l'ai délicatement remise dans le berceau. J'ai laissé tout le reste intact et je suis sorti, en veillant à remettre la clé à sa cachette. Mon prochain arrêt était mon bureau. « Tu es censé être malade », a dit Jessica quand je suis entré. Belle tenue pour quelqu'un qui a la grippe. J'étais vêtu de mon tailleur pantalon gris anthracite avec des rayures fines subtiles, chemisier blanc net, talons rouges qui annonçaient mon arrivée avec autorité. « Je dois parler à Walter », ai-je dit, faisant référence à notre associé gérant. Les sourcils de Jessica se sont levés. Il est avec des clients toute la matinée. J'attendrai. Et j'ai attendu, travaillant dans un bureau vide jusqu'à ce que la secrétaire de Walter me dise qu'il pouvait me voir. Walter Gordon avait la soixantaine, il était intimidant, brillant, et il avait été mon mentor depuis que j'avais rejoint le cabinet en tant qu'étudiante en droit pendant l'été. « Sarah » a-t-il dit chaleureusement, « Jessica a mentionné que tu étais malade. » « Je traite d'une affaire personnelle » ai-je répondu, puis j'ai hésité. « En fait, d'une affaire juridique. » Son expression est devenue sérieuse. « Comment puis-je t'aider ?» Je lui ai tout raconté, les disparitions, le déni de réalité, le vol, la confrontation, les photos que j'avais prises ce matin-là. Walter a écouté sans interruption, son visage s'assombrissant au fur et à mesure que je parlais. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise. « Que veux-tu faire ?»« Je veux récupérer mes affaires, » ai-je dit simplement. « Et je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. » Walter a hoché la tête. « Tu as plusieurs options, une action civile pour conversion, éventuellement des accusations criminelles, bien que cela devienne compliqué avec la famille. Une lettre de demande fermement rédigée pourrait suffire. »« Je voudrais la lettre de demande, » ai-je dit. De ma part, il a légèrement souri. « Considérez que c'est fait. » Et Sarah, prenez un autre jour de congé. Cela n'a pas dû être facile. Je l'ai remercié et je suis parti, me sentant plus légère que depuis des semaines. La lettre est arrivée chez mes parents le lendemain par courrier. Elle détaillait chaque objet volé, sa valeur approximative, et les conséquences juridiques si tous les objets n'étaient pas restitués dans les 72 heures. Elle mentionnait des accusations criminelles possibles. Elle était imprimée en tête du cabinet, signée par Walter Gordon, Esquire, associé gérant. J'ai appelé Walter dans l'heure qui a suivi. Maman a appelé dans l'heure qui a suivi, hystérique. Comment as-tu pu impliquer ton travail dans une affaire familiale? Sais-tu à quel point c'est embarrassant? À peu près aussi embarrassant que de découvrir que ses parents sont des voleurs, ai-je répondu. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous aidions ta sœur avec mes biens, sans ta connaissance ni ton consentement. C'est du vol, maman. Le courrier est venu à notre porte. Madame Jenkins, la voisine, a vu. Je veux récupérer mes affaires. Toutes. Mélissa est dévastée. Elle est enceinte, Sarah. Veux-tu qu'elle perde le bébé à cause du stress? La manipulation émotionnelle était si transparente qu'elle m'a presque fait rire. Le retour de biens volés ne causera pas de fausses couches, maman. Si c'est trop stressant pour elle de déplacer des meubles, engagez des déménageurs. Tu as 72 heures. J'ai raccroché alors qu'elle commençait une autre diatribe. Papa a appelé ensuite. Son approche était la colère. Sale ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Comme me voler? Comme m'élever? Me faire des études supérieures? J'avais une bourse, papa, et des prêts étudiants que j'ai remboursés moi-même. Nous t'avons donné un foyer.
Et maintenant j'ai le mien, que vous avez systématiquement vidé. Il a fait un bruit de dégoût. Tu es vraiment égoïste. Ta sœur donne la vie à ce monde, continuant la lignée familiale, et tout ce qui te préoccupe, ce sont tes affaires. J'ai senti une douleur familière dans ma poitrine, la douleur de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais être assez à ses yeux. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme en droit, de ce qu'il avait dit, c'est bien que tu aies ça comme plan B si tu ne trouves pas de mari. Comme si mes réussites n'étaient que des prix de consolation pour avoir échoué à ce qui comptait vraiment. Mais cette fois, la douleur était accompagnée de quelque chose de nouveau, la clarté. Je voyais le schéma si clairement maintenant, le sap constant, les doubles standards, l'amour conditionnel. Si mes biens comptent si peu, vous ne devriez pas vous opposer à les rendre. Walter Gordon. Papa a craché le nom. Tu as impliqué le gros bonnet. Qu'est-ce que les gens vont penser? Que tu n'aurais pas dû voler la fille d'une avocate, probablement. Il ne s'agit pas seulement de meubles, Sarah. Et tu le sais. Il s'agit de loyauté familiale. Il s'agit de connaître ta place dans la hiérarchie familiale. Cela m'a arrêté net. Ma place en tant que quoi? Le paillasson familial? Celle dont les besoins passent toujours en dernier? En tant que fille qui devrait soutenir la famille de sa sœur? C'est ce que font les familles. Elles se sacrifient les unes pour les autres. C'est drôle comme je suis toujours celle qui doit se sacrifier. Quand est-ce que Mélissa a déjà été priée de renoncer à quelque chose pour moi? Son silence était une réponse suffisante. J'en ai fini d'être le sacrifice familial, papa. Je mérite mieux. Et je suis enfin en position de l'exiger. J'ai terminé l'appel et j'ai éteint mon téléphone. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire. J'ai appelé ma sœur quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Nous avions toujours eu une relation compliquée, proches enfants, de plus en plus distantes adultes. Les comparaisons constantes de nos parents n'avaient pas aidé, nous présentant comme des concurrentes plutôt que comme des alliés. Sarah, elle a semblé surprise de m'entendre. Maman vient d'appeler. Elle est vraiment bouleversée. Je parie qu'elle l'est, ai-je répondu. Elle t'a dit pourquoi? Quelque chose sur le fait que tu menaces de prendre des mesures légales à propos de meubles? Sa voix contenait de la confusion et quelque chose d'autre, de la culpabilité, peut-être. Mélissa, depuis combien de temps sais-tu qu'il prenait des choses dans mon appartement? Une pause. Je ne le savais pas au début. Ils ont dit que tu faisais don de certaines choses pour nous aider à installer la chambre du bébé. Et tu as cru ça? Pourquoi je ne le ferais pas? Ce sont nos parents. J'ai soupiré. Quand as-tu réalisé la vérité? Une autre pause, plus longue. Il y a quelques semaines. J'ai reconnu la courte pointe de ta grand-mère. Je savais que tu ne la donnerais jamais. Et tu n'as rien dit. J'ai confronté maman. Elle a dit que tu avais tellement de choses et que nous avions besoin d'aide avec le bébé qui arrive, et que tu étais trop occupé au travail pour même remarquer que des choses manquaient. Sa voix s'est brisée. J'aurais dû t'appeler. Je suis désolé, Sarah. Je le suis vraiment. Une partie de moi voulait s'emporter, la faire ressentir la trahison que j'avais vécue. Mais j'ai entendu de véritables remords dans sa voix, et en dessous, le même schéma de manipulation que j'avais subi. Il ramène tout, ai-je finalement dit. Ou il risque de faire face à des conséquences juridiques. Je comprends, a-t-elle dit, semblant petite, vaincue. Je ne voulais pas que les choses soient comme ça, Sarah. Je voulais faire ça correctement. Acheter nos propres meubles, aménager notre propre maison. Mais ils ont continué à insister. Et Brian a perdu son emploi il y a 3 mois. Et avec un bébé en route, c'était une nouvelle pour moi. Brian a perdu son emploi? Oui, la société d'investissement a réduit ses effectifs. Il a passé des entretiens, mais rien pour le moment. Nous ne voulions le dire à personne. Maman et papa allaient simplement s'inquiéter. Tant de secrets dans notre famille. Tant de choses non dites. Pas étonnant que nous soyons brisés. Cela n'excuse pas le vol à mon égard, Mélissa. Je sais. Tu as raison. Je suis désolé, Sarah. Vraiment. Après avoir raccroché, je suis restée assise à réfléchir à ces nouvelles informations. Elles n'ont pas changé ce qui s'était passé, mais elles ont ajouté un contexte. Ma sœur et son mari étaient en difficulté, et nos parents,
au lieu d'offrir un soutien approprié ou d'encourager une communication honnête, avaient eu recours au vol et à la tromperie. Leur façon d'aider avait endommagé toutes nos relations. Le premier jour passa sans nouvelles de ma famille. Le deuxième jour, Melissa a appelé mon bureau le bureau de Sarah Mitchell. Jessica a répondu, puis a caché le combiné. C'est votre sœur. Elle a l'air contrariée. J'ai fait signe à Jessica de transférer l'appel. Comment as-tu pu? La voix de Melissa était étranglée par les larmes. Je suis enceinte de 8 mois, et tu menaces de poursuites judiciaires. Je réclame le retour de mes biens volés. Je les ai réclamés, ai-je dit. Et tu savais depuis le début qu'ils avaient été volés. Maman et papa ont dit que ça ne te dérangerait pas, que tu serais heureuse d'aider pour la chambre de bébé. As-tu vraiment cru cela, ou n'as-tu tout simplement pas voulu remettre en question l'origine de tous ces meubles gratuits? Silence. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Le délai est maintenu. Nous n'avons pas les moyens de tout remplacer pour le moment, a-t-elle dit, sa voix plus faible. Pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Melissa avait peut-être été complice, mais elle avait aussi été manipulée. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, mais plus doucement. Parle à maman et papa. Ils ont créé cette situation. Une autre pause. Ils ont dit, tu n'as pas besoin de ces choses parce que tu n'as pas de vraie famille. Les mots faisaient toujours mal, mais les entendre de Melissa a quelque peu diminué leur pouvoir. Et qu'est-ce que tu penses? Je pense. A-t-elle hésité, qu'ils nous ont toujours traités différemment. Ils ont toujours attendu de moi que je sois celle qui s'occupe de la famille, et de toi que tu sois celle qui réussit. Et lorsque nous avons toutes deux répondu à leurs attentes, ils s'en sont servis pour nous dresser l'une contre l'autre. C'était la chose la plus perspicace que Melissa m'ait jamais dite. Ça a l'air juste. Je ne savais pas qu'ils prenaient des choses sans demander. Pas au début. Elle avait l'air sincèrement désolée. Quand je me suis rendu compte de ce qui se passait, il me semblait trop tard pour dire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Elle a soupiré. Je parlerai à Brian ce soir. Le troisième jour, exactement au bout des 72 heures, un camion de déménagement s'est arrêté devant mon appartement. J'ai regardé par la fenêtre tandis que les déménageurs commençaient à décharger mes meubles. Brian supervisait, ayant l'air mal à l'aise sous la chaleur estivale. Je suis sorti. Brian, il a sursauté légèrement. Sarah, nous rapportons tout. Je vois ça. Il s'est passé une main dans les cheveux. Écoute, nous ne savions pas au début. Vos parents ont dit que vous nous donniez des choses. Quand nous avons compris ce qui se passait, eh bien, nous aurions dû dire quelque chose. Je suis désolé. J'ai hoché la tête, reconnaissant les excuses sans les accepter pleinement. Melissa voulait venir, mais elle ne se sent pas bien. Nausée matinale à 8 mois. Il a grimacé. Bon, elle est gênée et a peur que tu ne lui parles plus jamais. Je n'ai pas encore décidé de ça. Les déménageurs ont continué à travailler, ramenant mes biens à leur place légitime. Je les ai dirigés, recréant ma maison pièce par pièce. Quand ils ont fini, Brian m'a remis une enveloppe de Melissa. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Sarah. Je suis désolé. Ce que maman et papa ont fait était mal, et j'ai eu tort de l'accepter. J'aurais dû me demander d'où venaient tous ces cadeaux. J'aurais dû te défendre. Si tu peux me pardonner, j'aimerais avoir une chance de reconstruire notre relation ou une relation basée sur le respect mutuel, et non sur la compétition. Sinon, je comprends. Quoi qu'il en soit, je veux que tu saches que je t'ai toujours admiré, même quand j'étais jalouse de ton succès et de ton indépendance. Amour. Melissa. Ce n'était pas tout, mais c'était un début. Mes parents, comme on pouvait s'y attendre, ont adopté une approche différente. Le lendemain du retour de mes affaires, ils sont apparus sans prévenir à ma porte. Nous devons parler de ton comportement, a déclaré papa en guise de salutation. J'ai laissé la chaîne de sécurité en place. Mon comportement? Cette vendetta contre ta famille, a précisé maman. C'est inacceptable. Ce qui est inacceptable, c'est de voler à sa fille. Je n'en discuterai pas plus. Nous sommes tes parents, a déclaré papa. Tu nous dois du respect. Le respect se mérite. Vous avez fait le contraire. L'expression de maman est devenue suppliante.
Ne pouvons-nous pas laisser cela derrière nous pour le bien de l'harmonie familiale? Pour ta nièce ou ton neveu? Tu sais quoi? Non. Les mots étaient libérateurs. Vous m'avez montré à quel point vous me respectez peu, mes choix et mes biens. Vous avez clairement fait comprendre que je suis moins précieuse parce que je n'ai pas d'enfant. Ce n'est pas juste, a protesté maman. Voler, manipuler ou faire du gaslighting non plus. Mais nous y voilà. Le visage de papa est devenu rouge. Si c'est ce que tu ressens, peut-être devrions-nous simplement partir. Je pense que c'est le mieux. Alors qu'ils marchaient vers leur voiture, maman s'est retournée. Qu'en est-il de Thanksgiving et de Noël? Je passerai les vacances avec des gens qui me respectent, ai-je répondu. Et qui ne pensent pas que je ne suis précieuse que comme incubateur potentiel. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, épuisé mais résolu. Pour la première fois de ma vie, j'avais établi des limites fermes avec mes parents. Ça faisait mal. Bien sûr, ça faisait mal, mais c'était aussi nécessaire, comme de percer un abcès pour le laisser guérir. J'ai pensé à toutes les fois où ils avaient fait des commentaires sur le fait que ma carrière n'était qu'une phase jusqu'à ce que je rencontre le bon homme, les suggestions selon lesquelles j'étais en quelque sorte incomplète sans enfant, les allusions subtiles selon lesquelles les choix de vie de Mélissa étaient plus naturels, plus féminins, plus dignes d'être célébrés. Rétrospectivement, le vol n'était que la manifestation la plus extrême d'un schéma qui avait existé toute ma vie. Ils avaient toujours considéré mes réussites comme secondaires par rapport à la voie plus traditionnelle de Mélissa. Mon diplôme de droit de Harvard et mon poste de collaboratrice étaient agréables, mais pas aussi importants que le mariage ou la grossesse de Mélissa. Je me suis demandé s'ils seraient un jour vraiment capables de me voir, de m'apprécier pour ce que j'étais, et non pour ce qu'ils pensaient que je devais être. L'idée qu'ils ne le pourraient pas était douloureuse, mais je commençais à l'accepter comme une possibilité. Parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas la famille qui nous nourrit. Parfois, il faut créer soi-même cette famille. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon restauré, tout était à sa place, presque tout. La courte pointe de grand-mère était toujours chez Mélissa. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Brian. Les os de Mélissa ont rompu. Bébé arrive tôt. Elle te demande. J'ai hésité, puis j'ai pris mes clés. Alors que je conduisais à l'hôpital, mes pensées se sont emballées. Malgré tout, Mélissa était toujours ma sœur. Nous avions partagé une enfance, des secrets, des rêves. Avant que la compétition et les comparaisons ne nous aient séparés, nous avions été proches. Je me souviens lui avoir appris à faire du vélo, l'avoir aidé avec ses devoirs, l'avoir défendu contre les brutes du quartier. Quand avions-nous perdu ce lien? Quand avions-nous commencé à nous voir comme des rivales plutôt que comme des alliés? Peut-être avait-ce été graduel, les comparaisons constantes de nos parents créant un environnement où nous avions l'impression de devoir rivaliser pour l'amour et l'approbation. Ou peut-être avait-ce été soudain, les fiançailles de Mélissa coïncidant avec ma promotion, nous plaçant sur des chemins de vie visiblement différents que nos parents valorisaient inégalement. Quoi qu'il en soit, j'ai réalisé que je ne voulais pas perdre ma sœur. Pas à cause de ça. Pas à cause des manipulations et de la vision étroite du succès de nos parents. Je suis arrivé à l'hôpital et me suis garé, prenant un moment pour me composer avant d'entrer. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais être présente pour l'arrivée de ma nièce ou de mon neveu. Certains liens transcendaient les erreurs du passé. La salle d'attente de l'hôpital était tendue. Mes parents étaient blottis dans un coin, me lançant des regards occasionnels. Je les ai ignorés, me concentrant sur mon ordinateur portable pendant que je rattrapais mon travail. Après ce qui m'a semblé une éternité, Brian est apparu rayonnant. C'est une fille. 2,7 kg. Mélissa demande Sarah. Maman a commencé à protester, mais papa l'a calmée en lui posant une main sur le bras. J'ai suivi Brian jusqu'à la salle de réveil. Mélissa avait l'air épuisée mais rayonnante, un petit paquet dans ses bras. Salut, a-t-elle dit doucement. Salut, je me suis approché prudemment. Félicitations. Elle a ajusté le bébé pour que je puisse voir son visage. Parfait. Petit trait, une touffe de cheveux noirs. Voici ta nièce, Emma Sarah Williams. Mes yeux se sont remplis d'eau de manière inattendue. Sarah, si ça te va. Nous voulions la nommer d'après la femme la plus forte que nous connaissions. J'ai touché la main du bébé, m'émerveillant de voir de minuscules doigts s'enrouler autour de mon index. C'est plus qu'acceptable. Mélissa s'est mordu la lèvre. Il y a autre chose.
Elle a fait signe vers un sac dans le coin. Peux-tu le prendre? À l'intérieur se trouvait la courte pointe de grand-mère. Je ne pouvais pas l'utiliser, a dit Mélissa. Pas après tout ça. C'est à toi. Elle a toujours été à toi. J'ai serré la courte pointe contre ma poitrine, les émotions étant emmêlées et complexes. Je comprends si tu ne peux pas nous pardonner, a poursuivi Mélissa. Mais je veux qu'Emma connaisse sa tante, la tante incroyable, brillante et réussie dont elle porte le nom. J'ai regardé le bébé à nouveau, ma nièce. J'aimerais ça. 6 mois plus tard, mon appartement a été transformé. Cette fois-ci, non pas par un vol, mais par une rénovation. Les nouvelles intégrations sont fantastiques, a déclaré Jessica, admirant les bibliothèques sur mesure qui bordent maintenant le mur de mon salon. Ça valait chaque centime. Absolument, ai-je convenu, lui tendant un verre de vin. Et la rénovation de la cuisine est enfin terminée. Juste à temps pour la pendaison de crémaillère. Elle a fait une pause. Tes parents viennent? J'ai secoué la tête. Non. Nous sommes toujours en train de régler les choses. Après la naissance d'Emma, j'avais tenté une réconciliation provisoire avec mes parents. Ça ne s'était pas bien passé. Ils s'attendaient à un pardon immédiat sans aucune reddition de compte. Lorsque j'avais insisté sur des limites, pas de visites non annoncées, pas de commentaires sur mes choix de vie, pas d'emprunt de quoi que ce soit sans autorisation explicite, ils avaient été offensés. Tes exigences sont trop élevées, s'était plainte maman. Ce sont le strict minimum pour une relation saine, avais-je rétorqué. Nous étions dans une impasse, ne maintenant que le contact le plus superficiel. Et Mélissa et Brian, a demandé Jessica. Ils seront là. Notre relation s'était améliorée progressivement des appels vidéo hebdomadaires, du babysitting occasionnel, une véritable tentative de compréhension mutuelle. La sonnette a sonné. Ce sont eux, ai-je dit, ouvrant la porte pour trouver Mélissa, Brian et Emma, maintenant une petite fille dodue et souriante de 6 mois. Désolé pour le retard, a dit Mélissa, me tendant Emma. Quelqu'un n'a pas voulu mettre sa robe de fête. J'ai fait rebondir Emma sur ma hanche, me réjouissant de ses gloussements. Ce n'est pas grave. Ta tante Sarah n'aime pas non plus se déguiser. Alors que les invités arrivaient, des collègues du cabinet, des amis, des voisins, je me suis déplacé dans ma maison magnifiquement restaurée et améliorée avec Emma dans mes bras. J'avais été promu associé junior il y a 3 mois, la plus jeune de l'histoire du cabinet. L'augmentation de salaire avait financé les rénovations et renforcé mon portefeuille d'investissement. Plus tard, alors que la fête se terminait, Mélissa m'a retrouvé sur le balcon. Cet endroit est incroyable, a-t-elle dit, me rejoignant à la balustrade. Tu as tellement bien réussi, Sarah. Merci, j'ai siroté mon vin. Comment vont les choses avec maman et papa? Elle a soupiré, tendu. Ils sont toujours contrariés que tu ne pardonnes pas et n'oublies pas. Et ils ne sont pas ravis que Brian et moi soyons de ton côté. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si, nous le sommes, sa voix était ferme. Ce qu'ils ont fait était mal. Leur façon de te traiter était mauvaise. Emma mérite de meilleurs exemples que ça. J'ai souri. Quand es-tu devenu si sage? Probablement au moment où j'ai cessé de laisser maman et papa dicter mes relations. Elle m'a tapé l'épaule. Tu m'as manqué. Toutes ces années de compétition et de ressentiment, quelle perte de temps. À l'intérieur, Emma a poussé un cri de joie alors que Brian l'a soulevée au-dessus de sa tête. Pas une perte de temps, ai-je dit, regardant ma nièce. Ça nous a menés ici. Mélissa a suivi mon regard. Tu es incroyable avec elle, tu sais. Elle s'illumine quand tu entres dans la pièce. Le sentiment est mutuel. Nous sommes restés en silence confortable pendant un moment, la brise du soir emportant les rires de l'intérieur. Les lumières de la ville brillaient en dessous de nous, un rappel du monde vibrant dont nous faisions toutes les deux partie, à notre manière. Tu sais, a finalement dit Mélissa, j'étais tellement jalouse de toi. Ta confiance, ta carrière, ce bel endroit. Elle a fait un geste autour d'elle. Je pensais qu'avoir une vie traditionnelle, un mari, maison, bébé me ferait sentir complète. Et ça l'est, à bien des égards. Mais te voir tenir tête à maman et papa, te voir reconstruire à tes propres conditions, ça m'a appris quelque chose d'important. Quoi? Qu'il y a plusieurs façons d'être une femme forte, plusieurs chemins vers une vie épanouie. Elle s'est tournée vers moi. Je veux qu'Emma le sache, qu'elle le voie démontrer chez sa formidable tante.
J'ai senti des larmes me piquer les yeux. J'aimerais ça aussi. Peut-être pourrais-tu lui apprendre le droit un jour, ou comment négocier un salaire de rêve. Mélissa a souri. Des compétences que son institutrice de maternelle ta mère n'a certainement pas. Accord, j'ai fait teinter mon verre contre le sien. Et tu peux lui apprendre toutes les choses que je ne connais pas, comme comment préparer quelque chose qui n'est pas au micro-ondes. Nous avons ri, et à ce moment-là, j'ai senti la guérison commencer. Pas seulement entre Mélissa et moi, mais en moi-même. La blessure de la trahison de mes parents était toujours là, mais à côté, il y avait quelque chose de nouveau, une famille choisie bâtie sur le respect mutuel et un amour authentique. Tu ferais une super maman si tu le voulais. Je veux dire, sans pression. J'ai ri. Peut-être un jour. Pour l'instant, je suis heureuse d'être tante Sarah et associée junior Sarah. Sarah, enfin, avait sa vie de retour. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis blotti sous la courte pointe de grand-mère. J'avais pensé, après le vol, que je ne me sentirais plus jamais en sécurité dans ma maison, mais je m'étais trompé. La sécurité ne venait pas des serrures ou des caméras, ni même des biens retournés. Elle venait de la connaissance de ma propre valeur, indépendamment des attentes des autres, de la reconstruction de limites qui n'auraient jamais dû être franchies, du choix des relations qui me nourrissaient plutôt que de me diminuer. J'avais perdu mes parents, d'une certaine manière, mais j'avais trouvé quelque chose de plus précieux, le respect de soi. Et peut-être, avec le temps, nous trouverions une nouvelle façon d'être une famille basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et les attentes. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'étais en paix. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Mélissa. Emma n'arrête pas de parler de sa tante. Je suis presque sûr que ce sont ses premiers mots. J'ai souri et répondu. Elle m'a aussi fait forte impression. Puis j'ai fermé les yeux, enveloppé dans la courte pointe de grand-mère, entouré de la maison que j'avais construite sécurisée non seulement par des serrures et des caméras, mais par la connaissance de ma propre valeur, indépendamment des attentes des autres, de la reconstruction de limites qui n'auraient jamais dû être franchies, du choix des relations qui me nourrissaient plutôt que de me diminuer. J'avais perdu mes parents, d'une certaine manière, mais j'avais trouvé quelque chose de plus précieux, le respect de soi. Et peut-être, avec le temps, nous trouverions une nouvelle façon d'être une famille basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et les attentes. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'étais en paix. Je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant plus légère, comme si la résolution avec Mélissa avait enlevé un poids que je n'avais pas pleinement reconnu. Fitzgerald a tapé sur le lit pour me caresser la main, exigeant le petit déjeuner avec son droit félin habituel. « Oui, Votre Majesté » ai-je murmuré, lui grattant derrière les oreilles. Le petit déjeuner royal sera servi dans un instant. Alors que je me préparais pour le travail, j'ai remarqué à quel point mon appartement était différent maintenant. Non seulement parce que mes biens avaient été rendus, mais parce que je voyais l'espace différemment. Ce n'était pas seulement un endroit pour dormir entre les journées de travail. C'était un sanctuaire que j'avais créé et défendu. Chaque objet avait été choisi avec soin, chaque espace était disposé pour me faire plaisir à moi seul. J'ai envoyé un SMS à Jessica. Déjeuner aujourd'hui? J'ai des nouvelles. Dans notre bistrot préféré près du bureau, je lui ai tout raconté, le vol, la confrontation, la lettre de mise en demeure, la restauration, et enfin, la réconciliation provisoire avec Mélissa. Waouh, a dit Jessica quand j'ai fini. C'est beaucoup. Comment te sens-tu par rapport à tout ça? J'ai réfléchi à la question. Plus forte. Plus claire sur mes limites. Triste pour mes parents, mais résolue. Et Mélissa? Tu lui donnes une autre chance? Je donne une autre chance à notre relation, ai-je précisé. Elle a fait des erreurs, mais elle a aussi montré de vrais remords et une volonté de changer. Ça compte pour quelque chose. Jessica a hoché la tête. Eh bien, je suis fier de toi. Tenir tête à sa famille est l'une des choses les plus difficiles à faire. Plus difficile que la déposition de Jacobson, ou beaucoup plus difficile. Elle a ri. Bien que moins de paperasse. De retour au bureau, je me suis lancé dans mon travail avec un regain de concentration. La fusion Wilson approchait de ses dernières étapes, et l'équipe avait besoin de moi au meilleur de ma forme. Curieusement, après toute cette agitation personnelle, je me suis retrouvé plus centré, plus déterminé. L'établissement de limites dans ma vie personnelle avait également renforcé ma résolution professionnelle.
Walter s'est arrêté à mon bureau tard cet après-midi-là. Sarah, a-t-il dit, s'installant sur la chaise en face de mon bureau. Comment les choses se sont-elles résolues avec ton problème familial? Je l'ai brièvement mis au courant, le remerciant à nouveau pour son aide concernant la lettre de mise en demeure. Il a hoché la tête pensivement. Les complications familiales peuvent être les scénarios juridiques les plus difficiles, et les plus instructifs. Parfois, les affaires qui nous mettent personnellement à l'épreuve font de nous de meilleurs avocats. Je pense que vous avez raison, ai-je convenu. J'ai certainement appris quelque chose sur le fait de tenir bon. Bien, il a souri. Le cabinet a besoin d'avocats qui connaissent leurs valeurs. À ce propos, le comité de partenariat se réunit le mois prochain. J'ai proposé ton nom pour examen. J'ai cligné des yeux de surprise. Associé junior, déjà? Tu l'as amplement mérité. Il s'est levé pour partir. Et Sarah, bravo pour avoir géré ta situation familiale. Cela montre du caractère, exactement ce que nous recherchons chez les associés ici. Alors qu'il partait, je me suis assise dans ma chaise, momentanément submergée. Associé junior à 34 ans ferait de moi l'une des plus jeunes de l'histoire du cabinet. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé depuis la faculté de droit. Je me suis demandé ce que mes parents diraient lorsqu'ils l'apprendraient. Verraient-ils enfin la valeur du chemin que j'avais choisi, ou le considéreraient-ils toujours comme secondaire par rapport au rôle de Mélissa en tant que mère? Puis j'ai réalisé que ça n'avait plus d'importance. Je n'avais plus besoin de leur validation pour connaître ma valeur. Leur approbation ou leur désapprobation avait perdu son pouvoir sur moi. Ce soir-là, j'ai appelé Mélissa pour lui annoncer ma nouvelle. Ses félicitations étaient chaleureuses et sincères. Nous avons prévu que je vienne leur rendre visite le week-end pour passer du temps avec Emma et l'aider avec quelques projets autour de leur maison. Ryan a trouvé un emploi, au fait, a-t-elle dit avant que nous raccrochions. Pas aussi bien que son dernier, mais c'est un début. Nous allons aller bien. Je suis contente, ai-je dit, et je le pensais. Et Mélissa, si tu as besoin d'aide d'une vraie aide, demande-moi directement. C'est ce que font les sœurs. Je le ferai, a-t-elle promis. Plus de secrets. Alors que je m'installais sur mon canapé ce soir-là, Fitzgerald ronronnant à côté de moi, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement. Non pas parce que tout était parfait, au loin de là. Ma relation avec mes parents restait fracturée, et la reconstruction de la confiance avec Mélissa prendrait du temps. Mais j'avais repris ma place, mes limites, et surtout, mon sens de moi-même. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de se libérer.